Bienvenue à chacun de vous sur ce podcast de la famille, un podcast inspirant qui valorise les familles. Ce podcast vous est proposé par la Confédération nationale des AFC. On reçoit aujourd'hui Azilise Lecor, qui est journaliste, rédactrice en chef des pages Opinion et Controverses au JDD et aux pages Débat et Opinion au Figaro. Elle est chroniqueuse BFM TV, auteure du livre L'enfant et l'avenir de l'homme, la réponse d'une mère au mouvement No Kids, qui a gagné notamment le prix des AFC. Mais Azilise est aussi mère de famille, mère de 2 enfants, et le podcast d'aujourd'hui, justement, portera sur son expérience de la maternité. Donc bonjour Azilise. Bonjour. Avant tout, comment as-tu fait pour écrire un livre avec 2 enfants en bas âge ? Ça demande de l'organisation. Il se trouve que le sujet de mon livre portait en partie sur mes enfants, en tout cas sur mon expérience de la maternité qui me donne de vivre au quotidien. Donc ils ont été une matière pour moi. Après, il fallait en effet trouver le temps de se poser et de prendre la plume. C'est hyper difficile. Moi, je sais que j'y arrive pas le soir parce qu'une fois qu'on a couché les enfants, il y a ce fameux tunnel dont on parle toujours. En effet, on n'a pas forcément envie de se remettre au travail. Donc parfois, on n'a pas le choix. Je l'ai fait. Mais j'essayais plutôt de me dégager des grandes plages d'écriture. Et par chance, je travaille pas le lundi parce que je travaille le samedi. Et donc, j'avais mon lundi seul à la maison, ce qui m'a permis de me consacrer chaque lundi à l'écriture du livre. En tout cas, c'est en grande partie le lundi, donc je l'ai écrit, pas seulement, mais c'est essentiellement comme ça. Donc j'ai une facilité d'organisation, on va dire, pour avoir un temps libre. Après, il n'empêche que à 16h30, il faut aller chercher les enfants à l'école, etc. Donc ça reste toujours assez restreint. Bien sûr. Et donc quand on l'a annoncé, autour de nous, nos proches étaient extrêmement heureux, joyeux de cette nouvelle, nos amis comme notre famille, même si on était les premiers parmi nos amis. Donc notre fils a été un peu la mascotte de notre bande de copains. Et c'est vrai que on démarrait nos carrières tous les deux, et en tout cas surtout moi, puisque je suis une femme et qu'il me fallait m'absenter. Il y a eu cette question qui s'est posée, surtout parmi mes collègues, mais attends, t'as pas le fameux CDI qu'il faut avoir, donc t'as pas la sécurité financière, matérielle, et puis t'es pas sûre de retrouver du travail après, qui voudra de toi parce que t'auras un enfant, t'auras cette contrainte-là. Et moi, c'est vrai que j'étais en confiance, ça m'a pas apeurée, et j'ai bien fait, puisque de toute façon, on m'a proposé, après mon congé maternité, un nouveau contrat. Et j'ai totalement trouvé ma place, mon employeur m'a fait confiance, il n'y avait pas de sujet pour lui. Mais on voit que c'est une inquiétude, en tout cas, qui était dans la tête de beaucoup de personnes. Et puis après, j'ai eu mon deuxième enfant assez rapidement, puisqu'ils ont tous les deux 1 an et demi d'écart. Et donc là, il se disait, c'est bon, elle est installée, mais quand même, c'est rapproché. Il y a que ce côté, ça aurait pu attendre un petit peu. Donc il y a toujours ce type de remarques aujourd'hui. Enfin, c'est jamais le bon moment, il faut toujours privilégier sa carrière. Donc quand on annonce qu'on va partir en congé maternité, on nous dit déjà quand est-ce que tu reviens. Mais je crois que c'est pas le principal. En tout cas, c'est pas ce sur quoi il faut se focaliser, c'est pas ce que j'ai fait. Et j'ai toujours décidé de faire passer mes choix personnels avant ma carrière, ce qui ne m'empêche pas de faire les deux et d'être par ailleurs très épanouie dans mon travail. Et quelles sont les plus grandes joies, tu dirais, d'être mère, en général, de faire cette expérience de la maternité ? C'est vraiment des petites joies du quotidien, presque des banalités, mais chaque jour, je sais pas, c'est le matin quand mes enfants se réveillent. Moi, je suis pas du tout du matin, mais maintenant, je suis heureuse. Je me dis, je vais me lever avant eux pour évidemment pouvoir m'occuper d'eux, et de voir leur visage pas encore réveillé, de les voir se frotter les yeux, je trouve ça extrêmement attendrissant. De leur préparer leurs tartines, leur chocolat chaud. Ça peut paraître absurde, mais c'est vraiment une joie pour moi. Et de passer ce petit moment-là avant qu'ils aillent à l'école, que moi j'aille au travail. Et puis c'est aussi le soir quand je vais les chercher à la sortie de l'école et à la crèche. C'est vrai que l'aîné à l'école, il commence à me raconter ses journées en long, large, en travers. Et donc c'est
parfois assez compliqué à comprendre, mais je trouve ça génial parce que on voit qu'il a sa propre vie déjà, avec ses copains, avec leur monde imaginaire dans la cour de récréation. Et puis c'est le soir quand mon mari rentre et que les enfants sont... ils l'attendent un peu comme le Messie, ils courent dans ses bras. C'est vraiment ces moments du quotidien qu'on partage ensemble où je vois cette joie d'avoir fondé une famille. Et on connaît bien les difficultés typiques qui sont liées à la maternité, mais à la parentalité en général. Mais est-ce qu'il y en a eu qui t'ont peut-être surpris, des difficultés? On est toujours surpris par ses enfants, mais je dirais pas que, je dois avouer qu'il n'y a pas de difficultés particulières qui m'ont surprise. Alors, au tout début, si je reviens un peu en arrière, c'est la fatigue quand même avec le manque de sommeil, surtout quand on a 2 enfants rapprochés, on a 2 bébés à la maison. Honnêtement, oui. J'avais la sensation, en fait, surtout quand j'ai repris le travail pour le deuxième, d'être un peu submergée. Alors ça pouvait être assez surprenant parce que je suis plutôt optimiste et donc je ne pense pas à ce qui va... aux difficultés que je vais rencontrer, mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on oublie très vite aussi. Là, ça me paraît un peu nébuleux en parlant, alors qu'on l'a vraiment vécu. Et en fait, je pense que c'est ça qui est beau aussi, c'est que tout ce qui est difficile, on l'oublie. Et on se concentre sur ce qui est beau. Là, je dois dire que mon deuxième va rentrer à l'école maternelle l'année prochaine. Et j'ai l'impression d'avoir 2 grands garçons parce qu'ils sont déjà très autonomes. Ils s'habillent tout seuls, on a des conversations avec eux, ils font moins de crises d'enfants. Je veux dire, on peut déjà commencer à rentrer en discussion avec eux pour comprendre leurs frustrations, etc. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas, moi, de véritables difficultés. C'est vraiment seulement de la joie. Après, je suppose que, évidemment, nos enfants eux-mêmes seront confrontés, ils sont encore tout petits, ils peuvent être confrontés à des choses difficiles dans le contexte scolaire, après dans leur vie personnelle. Et donc ça, ce sera toujours une responsabilité qui incombe aux parents. On s'inquiétera toujours pour nos enfants. Je veux dire que je crois que pour l'instant, tout va bien pour eux. Et est-ce que tu as toujours voulu être mère depuis toute jeune ou ça s'est peu à peu installé? Moi, j'ai su que je voulais être mère la première fois que je suis tombée amoureuse. Je me suis dit, en fait, ça va avec. Je pense que d'ailleurs, que quand j'ai écrit le livre L'enfant et l'avenir de l'homme, j'ai fait une enquête journalistique quand j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et beaucoup de gens me disaient, moi, je veux pas spécialement d'enfants. Et en même temps, ils laissaient une porte ouverte en me disant, finalement, si je rencontre peut-être la bonne personne, peut-être que j'aurai envie. Donc ça veut dire qu'ils ne sont jamais vraiment tombés amoureux. Et quand on tombe amoureux, je crois que justement, on a cet élan qui nous pousse à vouloir nous continuer dans un autre. Et ça, je l'ai ressenti qu'à ce moment-là. C'est vrai que ce n'était pas une question que je m'étais spécialement posée avant. Et en tout cas, je ne le ressentais pas. Mais donc, c'est venu, je dirais, oui, en étant amoureuse. C'est ça. Et puisque tu parlais du livre, de l'enquête que tu as faite avant, quelles étaient les principales raisons de ces gens, de ces femmes qui adhèrent au mouvement No Kids, ou qui en tout cas veulent pas d'enfants, ouais. Pour justifier leur choix? Alors, il y a vraiment 2 profils types. Disons qu'il y a le profil des militants et après, il y a le reste de la population. Moi, ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est qu'on voyait des chiffres de plus en plus bas de la natalité et en même temps émergeaient des discours militants, en effet, qui nous disaient qu'il ne fallait pas se reproduire. Donc il y a les No Kids qui nous expliquaient que c'était, qui nous expliquent toujours d'ailleurs, que c'est pas écolo de faire des enfants, soit parce que évidemment un enfant ça pollue, soit parce qu'on ferait naître ce pauvre enfant qui n'a rien demandé dans un monde qui court à sa perte. Et puis il y a aussi d'autres militants qui se nomment pas No Kids, qui se nomment Child Free, donc sans enfants par choix, et donc qui veulent s'émanciper de la maternité. C'est un courant plutôt féministe qui considère que la maternité peut être est d'abord une injonction pour les femmes de se reproduire, et puis que la maternité peut être un frein à l'émancipation, notamment financière des femmes.
Donc ces militants, voilà, je les ai interrogés, mais ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est de comprendre pourquoi les autres qui ne sont pas encartés nulle part ne souhaitaient pas avoir d'enfants. Et finalement, on voyait bien que tous ces discours avaient imprégné dans leur esprit, mais en même temps, une fois qu'on a balayé les arguments qui sont les arguments écolos, très vite se posait la question de la responsabilité. En fait, je vais devoir toute ma vie être responsable de quelqu'un d'autre que de moi-même. Et venait en même temps l'aspect financier, avec une véritable inquiétude, parce que je vais toujours pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant, mais aussi avec, je dirais, une autre inquiétude qui est l'inquiétude du consommateur. Et les deux points vont ensemble, c'est-à-dire, pour l'instant, je peux répondre à mes désirs comme je le veux, comme je l'entends. Je peux consommer, et là, cet argent, je vais devoir l'investir, disons, pour un autre que moi-même. Et je ne vais pas pouvoir demain, si je le souhaite, parce que c'était un argument que j'ai énormément entendu, prendre l'avion et partir à l'autre bout du monde. Il y avait ce désir aussi du voyage qui était très présent. Et donc vraiment un idéal, oui, basé sur la consommation et la crainte de se voir perturbé aussi dans son confort et son quotidien avec ses habitudes. Et justement, puisque le titre de ton livre est ta réponse, la réponse d'une mère, qu'est-ce que tu leur disais, quels étaient, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, quels sont tes principaux arguments pour contrecarrer cette pensée qui se répand de plus en plus? Alors, il y en a beaucoup, parce que ça dépend évidemment à qui on s'adresse. Si on s'adresse uniquement aux no kids, aux militants qui sont les plus médiatisés aujourd'hui sur l'argument écologique, évidemment, pour moi, c'est une contradiction déjà philosophiquement. Ça ne tient pas, parce que si on défend une véritable écologie, celle-ci doit être intégrale et doit comprendre aussi l'humain, c'est-à-dire l'ensemble du vivant, de la plante passant par l'animal jusqu'à l'être humain. Donc on ne peut pas vouloir sauvegarder le vivant, mais pas la vie humaine. Et si on ne se reproduit plus, si on dit qu'il faut cesser de se reproduire, eh bien on souhaite in fine la mort de l'espèce humaine. Ça, évidemment, je pense que c'est regrettable et c'est très inquiétant aussi. Ça dit beaucoup de la société dans laquelle on vit. Ensuite, sur l'aspect peut-être plus féministe, je ne pense pas du tout qu'on soit prisonnière quand on devient mère, que si on l'a choisi, ce n'est pas un destin forcé, et que même prendre des pauses dans sa carrière, par exemple, pour se consacrer à sa maternité, c'est une chance qu'on a que les hommes n'ont pas. Le fait de porter la vie aussi, c'est un privilège que nous avons. Et je suis étonnée de voir que les discours féministes ne se concentrent pas sur cette particularité qui est par définition la particularité des femmes. Et donc voilà, j'ai répondu sur tout un tas de points. En réalité, cette partie est très longue. Et donc après, j'ai voulu sortir des purs arguments, disons, pour aussi simplement livrer mon témoignage. Alors pas de mon quotidien heure par heure, mais expliquer voilà, l'expérience que j'avais faite, cette expérience purement féminine, celle de la grossesse, de l'accouchement, de cette rencontre avec son enfant, et puis de l'épiphanie que constitue et qu'a constitué pour moi la maternité. Et justement, quand la personne sortait de ses arguments écolos ou féministes et en venait à la question de la responsabilité, ou tout simplement ils ne se sentaient pas capables d'avoir des enfants, ou ils ne voulaient pas tout simplement sans raison particulière, sans justification particulière, quelle était justement ta réponse à ce genre d'inquiétude? Oui, alors moi en effet j'ai d'abord essayé de les écouter. Mon but c'était pas de les convaincre en les rencontrant, mais de comprendre pourquoi ils ne voulaient pas d'enfants. Il est vrai que j'apporte des réponses dans le livre ensuite, voilà mes opinions. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'ils ont ces craintes-là, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se sentir et ne se sentent pas capables d'être responsables d'un autre que d'eux-mêmes. Beaucoup disaient par exemple, je ne sais pas me gérer déjà, comment je vais gérer un enfant? Ça montre peut-être qu'il y a le sentiment de ne pas savoir ce qu'on va transmettre à nos enfants. Donc ça pose aussi la question de
Dans quel monde est-ce qu'on vit? Est-ce que, je parle beaucoup de doïcophilie, donc cet amour du chez-soi, est-ce qu'on se sent encore habité un chez-soi? Est-ce qu'on sait à quelle communauté politique on appartient? Est-ce qu'on a à l'esprit ce qu'on a envie aussi de transmettre à nos enfants? Et si on n'a plus tout ça, parce qu'il y a en effet une rupture, je pense, de la transmission de notre société, eh ben on peut être à court et se dire, en fait, moi-même, je ne sais pas où je suis. En fait, comment est-ce que je serais capable d'élever un enfant dans un monde où je n'ai pas de repères et je n'ai pas ce sentiment d'appartenance à un commun? Ça, j'ai trouvé ça à la fois très inquiétant et très intéressant. Et il est vrai qu'après, dans toute la deuxième partie du livre, j'essaye de dire quand même que on peut faire des tableaux de toutes les mauvaises raisons d'avoir des enfants, et sûrement qu'il y en aurait, de manière très pragmatique, plus que de bonnes raisons. Mais c'est pas quelque chose de rationnel d'avoir un enfant, c'est un élan du cœur, c'est, je pense, le plus grand acte d'espérance qui soit. Et pour ma part, oui, c'est à la fois un élan, un don d'amour, un acte de confiance, et je pense qu'il n'y a pas d'argument purement rationnel à opposer à cela, si ce n'est de dire, contrairement à ce que vous pouvez entendre, ce n'est pas que des épines, c'est aussi un chemin de joie et d'épanouissement que d'avoir des enfants. Donc c'était une voix que je voulais faire entendre et qui me paraissait essentielle, plutôt que simplement opposer à ces gens-là qui ne sont pas des militants, à la différence des No Kids ou de certains Child Free, des arguments justement qui auraient aussi rationalisé ce rapport à la maternité. Et justement, tu parlais tout à l'heure de transmission, donc transmission de la vie, et on t'entend souvent parler et dire que transmettre la vie en ayant un enfant n'est pas la seule manière de transmettre la vie. Et justement, tu encourageais ces femmes qui naturellement ne peuvent pas avoir d'enfants, ou ces couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, justement à transmettre la vie d'une autre manière. Mais comment? Oui, alors je pense en effet qu'il y a d'autres formes de maternité. Je m'attarde essentiellement sur la maternité d'essentiel qu'on a trop tendance à oublier, cette expérience phénoménologique incroyable qu'est la grossesse, jusqu'à la naissance. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui doivent faire le deuil aussi de ces expériences parce qu'ils sont infertiles, ou alors qu'ils n'ont malheureusement pas rencontré la bonne personne. Et ça, je trouve que c'était la partie la plus délicate à écrire, parce que on a de plus en plus autour de nous de personnes dans cette situation, et je trouve que c'est une souffrance immense, et on parle très peu de leur souffrance, justement. Certains, je me permets cette parenthèse, sont même venus me voir à la sortie de conférence. Ce qui est très touchant, c'est que ça arrivait quelques fois, et à chaque fois, c'était le mari qui venait me voir en me disant « Nous, on n'arrive pas à avoir d'enfants, ça fait 7 ans qu'on essaie, ça fait tant d'années, etc. » Et mon épouse n'arrive pas à en parler, elle ne vient pas vous voir, mais elle a beaucoup aimé votre livre, elle voulait que je vous le dise, etc. Et en fait, ils me remerciaient d'avoir parlé de leur souffrance et d'avoir répondu aussi à ces militants qui nous disent, voyez, on subit des injonctions, on nous montre du doigt parce qu'on n'a pas d'enfant, ce qui, moi, je crois, n'est pas le cas. Et au contraire, il y a peut-être une souffrance qui est totalement invisibilisée, qui est celle de ceux qui ne parviennent pas et qui doivent faire ce deuil de la paternité et de la maternité. Et je crois, c'est pas du tout un lot de consolation, mais qu'il y a d'autres chemins. Il y a évidemment un chemin, moi, que j'ai pu observer dans mon entourage, qui est celui de l'adoption. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'il n'y a pas cette expérience du corps incarné, mais il y a quand même, en une temporalité totalement différente, ce même chemin qui se crée jusqu'à la rencontre de l'enfant. Donc le temps est beaucoup plus long que la grossesse, et tout ce temps administratif qui est très dur et très pénible pour les parents. Et puis à la fin, presque un temps extrêmement court où ils reçoivent ce coup de fil et ils savent qu'il y a quelqu'un qui les attend. Et en fait, très vite, alors évidemment, chaque parcours est différent, mais il y a ce même sentiment de cette rencontre avec l'enfant qui est le sien.
Et il y a un autre point qui me paraît vraiment essentiel, c'est ce que j'appelle la fécondité spirituelle, la maternité spirituelle. Et donc c'est la possibilité, contrairement à cet état d'esprit qui consiste à dire je veux pouvoir jouir de mon existence, jouir des biens de consommation, c'est de dire finalement comment est-ce que je peux être utile aux autres, comment je peux transmettre à d'autres, ce ne seront pas mes enfants, mais voilà, je me donne ça pour mission et ça peut être par mille moyens. Moi je parle beaucoup des enseignants parce que j'ai eu la sensation qu'ils m'ont transmis énormément. De la même manière que des parents, on ne sait pas ce qu'on sème. On le fait avec une grande responsabilité, puisqu'ils détiennent un savoir qu'on n'a pas. Ils essaient de nous le transmettre au mieux. Et après, c'est à nous d'en faire librement, justement, ce qu'on désire en faire. Ça peut être l'artiste qui livre son œuvre au monde. De la même manière, il ne sait pas comment elle va être reçue, comment elle va être interprétée, comment elle va vivre sans lui. Donc voilà, il y a mille façons. Ça peut être des bénévoles, ça peut être... C'est très large, mais je pense vraiment que cette fécondité-là est essentielle, et même pour les parents. C'est quelque chose qu'il faut réussir à vivre dans son quotidien. Évidemment, il faut trouver le temps et l'espace, mais c'est pour ça que ceux qui s'y consacrent sont aussi des modèles pour nous, je pense. Et pour revenir au livre, à l'écriture de ce livre, est-ce que écrire ce livre a eu un effet sur ta vision de la maternité, ou en tout cas, est-ce que ça a renforcé tes convictions que tu avais déjà? Est-ce que ça les a un peu changées, nuancées? Alors, ce qu'il y a pour le coup, il y a un point vraiment où j'ai évolué, parce que tout à l'heure tu me demandais si j'avais toujours voulu des enfants. En tout cas, je m'étais jamais dit non plus que je n'en voulais pas. Et j'étais assez étonnée de me dire qu'il y avait des femmes qui, elles, ne ressentaient jamais, c'est ce qu'on appelle l'appel du ventre, ce désir un petit peu cyclique qui correspond à nos hormones finalement, où chaque mois la question se pose, est-ce que je serai mère, Il y avait des femmes qui me disaient je ne veux pas d'enfant, mais comme chaque mois ça me titille, et puis je n'oublie pas ma liste d'arguments, donc je mets ça de côté. Et puis il y en a certaines qui me disaient sincèrement, je n'ai pas ce désir, je ne le comprends pas, je ne le ressens pas. Donc on est toutes très différentes aussi sur ce rapport-là, à ce désir, cette question du désir. Et après, certaines arrivent à imaginer leur vie sans enfant, d'autres n'y arrivent pas pour autant. Donc ça m'a... Oui, ça un petit peu transformé la vision que je pouvais avoir, parce que je pensais que c'était peut-être quelque chose de partagé universellement. Et donc j'ai vu que ce n'était pas le cas. Après, moi, ça a peut-être renforcé dans ma propre vie le regard que je pose sur mes enfants. En fait, d'essayer de synthétiser cette expérience, de mettre des mots dessus. En fait, on se rend compte vraiment de la chance qu'on a, quoi. Et donc, parfois, je regarde mes enfants et je me dis, mais... je vois leur visage, vraiment, c'était une expérience fantastique de se dire, c'est un mélange de mon époux et moi. Et là, je sais que c'est grâce à moi qu'il est heureux, parce que on lui apporte ce qu'on peut lui apporter, et surtout la joie de s'aimer. C'est quand même incroyable, cette expérience du foyer et de ce qu'on vit ensemble. Et je crois que de poser des mots, ça permet encore plus d'en prendre conscience. Et avant de terminer, est-ce que tu aurais des conseils, des mots aux auditeurs qui écoutent ce podcast, notamment peut-être des jeunes couples ou des jeunes personnes qui se posent beaucoup trop de questions ou qui n'ont en tout cas pas la volonté de transmettre la vie, pour utiliser tes termes? Moi je dirais, si vous avez peur déjà, ayez confiance, en fait, n'écoutez pas ces craintes-là. En fait, la crainte, il faut se dire qu'elle est là pour une bonne raison aussi, pour devenir cette personne responsable que nous demande d'être notre enfant, c'est-à-dire de le prendre en charge. C'est quelque chose qui existe même quand on désire un enfant absolument. Le jour où on tombe enceinte, moi j'ai vraiment senti physiquement cette impression de voir le sol se dérober sous mes pieds en me disant mais mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment réalisé ce que je faisais? Et j'ai compris après que ce sentiment-là, c'était
le sentiment qui me permettait de prendre conscience de mon nouveau rôle. Et un rôle qui nous incombe pour toute la vie, donc c'est vrai que ça peut paraître vertigineux. Mais évidemment, c'est pas une sensation qu'on a au quotidien, elle s'estompe, je dirais, dans l'action, en étant en contact juste de nos enfants. Et donc, le seul conseil que je peux avoir, c'est n'ayez pas peur d'avoir peur. Et vous serez... je pense que c'est impossible de regretter d'avoir des enfants. Oui, il y a des difficultés, c'est pas toujours un chemin de rose, mais c'est quand même la plus belle expérience qui nous est donnée de vivre sur cette terre. Enfin, je crois. Merci beaucoup Azilise pour ce témoignage et ces conseils. Vous pourrez retrouver le podcast sur les plateformes Spotify et SoundCloud et sur le site afc-france.org. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt. Merci beaucoup.